Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Donc, après avoir demandé conseil auprès de son comité de 7 sages, il faut bien lui répondre à Achashverosh. Donc sa problématique, c'est que faire avec Vashti après son affront. Je vous rappelle que c'était un double affront. Elle a refusé, mais en plus elle a mal parlé sur le roi. Tout de suite, Pasuk Tetzaïn, il y en a un qui va donner une réponse. Enfin, Yomer Memouchan, il a dit, il est à Meler devant le roi, il n'a pas hésité à prendre la parole. Memouchan, selon la majorité des commentateurs, c'est Aman, et donc la Gemara dit sur ce Memouchan Aman qui se précipite pour répondre, Idiot Kofetz Berosh. L'imbécile, il répond tout de suite. Donc lui, alors qu'il est le 7e de la liste, il devait correspondre à un sar, à un prince moindre que les autres. Lui, il se précipite et il dit devant le roi, Veasarim, et devant les princes, Lo ala melech levado aveta Vashti amalka, c'est pas contre seulement le roi qu'elle a fauté, Vashti, la reine. Aveta, d'après Rashi, c'est la Shon Avon. C'est une faute. Qui a le kol asarim, elle a fauté contre tous les princes, ve'al kol amim, et contre toutes les nations, asher bechol medinot amelech Achashverosh, qui se trouvent dans toutes les provinces du roi Achashverosh. Alors là, c'est intéressant, c'est qu'il va donner une dimension au problème beaucoup plus importante que ce qu'il n'est. Au final, Vashti, elle a manqué de respect à Achashverosh. Très bien. Mais là, Memouchan, Aman, il dit, mais c'est pas contre toi le problème. Le problème, c'est contre tous. Pourquoi? Il va expliquer après. Et donc, là, le roi, il se sent quelque part un petit peu mis à l'écart, et peut-être que ça l'arrange. C'est plus son problème. C'est plus Achashverosh contre Vashti. C'est Vashti contre tout le monde. Alors à ce moment-là, on ne sait pas exactement, mais peut-être que ça l'arrange. J'aimerais juste revenir sur ce que nos Chachamim disent concernant le Sanhédrin. On sait très bien que lorsqu'il a évoqué son problème, il a demandé aux Chachamim Yodé Haïtim, qui connaissent les temps. Et on a vu, je vous invite à réécouter le poste précédent, que c'était les sages du Sanhédrin qui connaissaient l'astronomie, qui connaissaient parfaitement les temps, c'est-à-dire la course de la lune et du soleil, etc. etc. Donc ils s'adressent aux Chachmé Israël, aux sages Israël, leur disent trouvez-moi une solution. Mais eux, ils ont été intelligents, ils ont compris toute la problématique. S'ils condamnent, ils savent qu'un jour Achashverosh il va regretter sa solution. S'ils ne condamnent pas, alors à ce moment-là, ça va rester quelque chose qui est ils ont été un petit peu trop du côté de Vashti et pas assez du côté d'Achashverosh. Donc ils bottent en touche. Et voilà ce qu'ils lui disent, écoutez, Achashverosh, lorsqu'on était à Yerushalayim avec le Beth Amikdash, on avait la science, on était dans l'Ishkat Agazit, c'était l'endroit où siégeait le tribunal rabbinique, et là-bas on pouvait comprendre les choses et avoir une vue claire. Aujourd'hui nous sommes en exil, tu ne peux pas compter sur nous. Donc Memouchan, lui, il saute en premier, Idiot Kofetz Berosh, et tout de suite il appuie où ça fait mal. D'abord, il dit Vashti Amalka. Vashti Amalka, c'est pour refaire redescendre le problème, en disant, c'est pas un problème maintenant comme précédemment, où Achashverosh il a voulu mettre en avant le fait que c'était une reine et que lui il a simplement envoyé des sarissim, les eunuques, pour la prévenir. Ils lui ont dit non, elle est que Vashti. C'est un problème de femme à mari. C'est Vashti. Certes, elle est Malka, mais c'est Vashti. En plus de ça, ça devient un problème national. Bechol Medinot Amelech. Il a expliqué pourquoi après. Et pourquoi il s'y mêle tellement? À part le fait qu'il est idiote, qu'il est un imbécile, qui est Kofetz Berosh. Quel est son intérêt ici? D'abord, il faut rester sur ce que la Gemara dit dans Masechet Megillah Daf Yud Bet, c'est un idiote, c'est un idiot. D'autre part, lui il avait un problème personnel avec Vashti. Vashti n'avait pas invité sa femme au Mishte Nashim, au festin des femmes, donc il avait une dent contre elle. À part ça, le Midrash dit que constamment Vashti lui rappelait qu'il n'était un moins que rien, etc., etc. Troisième piste, il avait une fille. Cette fille, il voulait la placer. Donc il s'est dit, si Vashti disparaît, je vais pouvoir mettre ma fille. Donc, il a quelque part un intérêt à vouloir chercher la confrontation avec Vashti et se débarrasser de Vashti. Et c'est ce qu'il va faire en donnant
une dimension nationale à un problème qui finalement est un problème avant tout de Vashti et de Achashverosh, puisque Vashti n'a jamais véritablement apprécié ce Achashverosh qui, pour elle, était un parvenu, mais en aucun cas un problème national. J'aimerais juste revenir sur Memouchan. Je vous ai dit plusieurs fois Memouchan c'est Aman, mais je vous ai dit, je ne peux pas vous cacher que le Midrash, et ainsi dans certains Mefarshim, si vous ouvrez une Megillah avec des commentateurs, vous allez voir que certains disent que c'est Daniel. D'après le Pshat, selon la Gemara, Memouchan c'est Aman, et nos sages expliquent que Magdim refoua la Maka. On a devancé la refoua, la solution avant la Maka, avant le coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore le Aman avec toute sa puissance, mais déjà on met en place le fait que Memouchan va jouer un rôle, et on va voir qu'en vérité, Achashverosh ne va jamais véritablement pardonner à Aman. On verra plus tard que même lorsque la colère du roi elle va se calmer, elle ne va jamais véritablement se calmer. Elle ne se calmera qu'à la fin de la Megillah, où là-bas on dira que la colère du roi s'est apaisée, alors on va parler de l'histoire et de la relation de Haman avec Esther, mais on voit comme un espèce de fil rouge que Achashverosh, il lui en a toujours quelque part un petit peu voulu. D'après le Midrash, c'est Daniel. Daniel, il était Mouchan les Nissim, il était quelqu'un qui était destiné à faire beaucoup de Nissim, il a été dans la fosse au lion, etc., etc. Et on dit, mais Galgelim, Srout allié des Zakai. Maintenant, je n'ai pas vu dans les mots, mais dans les ouvrages que j'utilise pour préparer, ils amènent un Tosfot Arosh, il faudrait peut-être voir dans la Gemara, que le Tosfot Arosh dans Maseret Megillah, a priori, je ne suis pas sûr de la source, mais en tout cas c'est Tosfot Arosh, qui explique qu'en vérité il y a deux Memouchan dans l'histoire. Il y a un Memouchan que c'est Daniel, et il y a un Memouchan que c'est Haman, et selon les circonstances, on doit expliquer comme là, ou expliquer comme l'autre. Donc voilà que, pour revenir au chat, notre Memouchan saute et dit, il faut s'en débarrasser. Pasuk Yudzaïn, Memouchan maintenant explique la raison pour laquelle il dit qu'il faut se débarrasser de Vashti. Car lorsque Yetse Devar Hamalka sortira l'affaire de la reine, c'est-à-dire que le bouche à oreille va colporter cette histoire que la reine a refusé de venir. Et ceci va se colporter où? Dans les salons des femmes. Al-Kol Anashim. Chez toutes les femmes, on va avoir écho de cette histoire de Vashti qui a dit non à son mari. Ceci va entraîner les Avzot Baalehem Benem, que ça va déprécier l'honneur dû à leur mari à leurs yeux. Beomram, car elles diront, Amelech Achashverosh, que le roi Achashverosh, Amar Leavi et Vashti Amalka les Fanav, il a dit qu'il fallait amener Vashti devant lui, Velova, mais elle n'est pas venue. Là, ici, il faut bien comprendre que les femmes du royaume vont penser que c'est un exemple à suivre. Ils vont dire comme ça. Si déjà Achashverosh, qui est le roi, qui est un tyran, et toute sa force et toute sa puissance n'ont pas aidé au fait qu'ils n'ont pas réussi, ses serviteurs, à faire venir la reine Vashti, et même plus que ça, si vous regardez le texte, c'est marqué Vashti à Malka, simplement la femme Vashti, avant qu'elle soit Malka, et malgré que le roi lui a imposé, elle n'est pas venue, à plus forte raison que nous, on n'a pas du tout à écouter nos maris. Et donc, ça, à partir de là, dit Memouchan, ça va être une catastrophe. Ça va être quelque chose qui va faire que toute femme pourra dire non à son mari, à n'importe quel sujet. Et qu'est-ce qu'on va faire dans une telle situation? Pasuk tu traites, Memouchan continue, il dit Ve'ayom Azé. Et ce jour-là, alors ce jour-là, ça veut dire que le jour où tout le monde va savoir que Hayom Azé, ce fameux jour où il y a eu une espèce de révolution au palais, où Vashti a refusé de venir voir Achashverosh, à ce moment-là, Tomarna, Sarot, Paras ou Madaï pourront dire les princesses de Paras ou Madaï qui étaient présentes, Asher, Shamou et Dvar Amalka, qui ont entendu les paroles de la reine. Non seulement elles ont vu le refus de la reine, mais elles ont entendu comment la reine parlait contre le roi Achashverosh. Alors ça va encore rajouter un problème au problème. C'est qu'elles vont raconter ça, les Chol Saré Amelech, à tous les princes, leurs maris qui n'étaient pas présents, ou Chedai Bizayon Vakatsev. Et va être importante la honte et la colère du roi Achashverosh. C'est-à-dire que là encore une fois, Haman Memouchan va
titiller le roi où ça fait mal. Il va lui dire, mais regarde, les conséquences, ça va être que toutes les femmes du royaume, elles vont dire à leur mari, écoute, si la reine elle dit non, moi je peux dire non. Mais plus que ça, c'est celles qui étaient présentes et qui pas seulement ont vu la scène, mais qui ont entendu comment elle a parlé sur toi. Elles vont raconter à leur mari. Mais leur mari, c'est ceux qui travaillent sous toi, c'est les ministres, ce sont les préfets. Comment va être perçue ta force, ta royauté? Comment va être perçue ta mainmise sur le pays? Non, ce sera trop important. Il faut que tu mettes fin à cela. Le Yaharot Vash, Rabbi Yonatan Epshitz, dit que Hayom Hazeh, ça désigne le 7e jour du Mishneh. Et étant donné que Hayom Hazeh, c'est ce jour-là bien précis, il trouve ici une allusion au fait que le 7e jour du festin des femmes, c'était le jour de Yom Kippour, comme on a déjà évoqué dans un cours précédent. Donc, maintenant que Achashverosh est prêt à entendre une solution concrète, parce qu'on lui a proposé quelque chose de concret, mais il faut aussi trouver le moyen que Achashverosh ne se retrouve pas seul. C'est-à-dire que Memouchan amène le problème, trouve une solution, mais il trouve déjà aussi ce qui va pallier au manque de Vashti, et c'est ce qu'il va lui proposer en lui disant, il faut que tu trouves une autre femme. Donc, pas seulement Vashti va mourir, mais il faut déjà se mettre en quête de trouver une autre femme pour remplacer cette Vashti. Donc, après avoir souligné le problème et avoir titillé, entre guillemets, Achashverosh pour qu'il comprenne que si on ne se débarrasse pas du problème, et le problème ici c'est Vashti, il va y avoir un problème non seulement pour Achashverosh, mais un problème national. Donc il propose tout de suite au roi une solution. Il ne souligne pas seulement le problème, il va plus loin. Pasuk Yutet, Im al Hamelech Tov. Si le roi le veut bien. Et là c'est important de souligner qu'en vérité, nos Chachamim, et c'est amené dans Rashi, disent que ici, il a demandé au roi de prendre une décision unilatérale. Alors que précédemment, on a vu qu'il y avait un conseil de sages, etc. Là, c'est Im alamelech Tov. Im alamelech Tov, c'est le roi qui décide. Et il n'a pas besoin de passer par le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc, Im alamelech Tov, Yetze dvar malchut milefanav, que sorte un édit royal de devant le roi, et uniquement devant le roi, donc ça ne va pas être débattu. Veikatev, et que soit écrit, bédaté dans les lois, dans le livre donc de la juridiction de Parasumadai, Velo Yahavor, et il sera impossible d'effacer cette loi. C'est-à-dire que ça va être ce qu'on appelle Chok Yesod, ça veut dire une loi fondamentale qui ne pourra pas être enlevée. Asher lo tavo vashti lifnei hamelech Achashverosh, qu'à partir de maintenant, la Vashti ne pourra pas, elle est même plus la reine Vashti, ou elle est plus Vashti la reine, elle est la Vashti. Lo tavo Vashti lifnei hamelech Achashverosh, ou malchuta, et sa royauté, yiten hamelech, le roi va la donner, l'irota, à une semblable à elle, une femme qui pourrait correspondre à être reine, Hatova Mimena, qui est mieux que Vashti. Alors on verra que Hatova Mimena, c'est dans la beauté, mais c'est aussi dans le yichus, ça veut dire dans son origine, ou bien, d'après la majorité des Mefarshim, Hatova Mimena, ça veut dire quelqu'un de meilleur qu'elle. Et on va voir que le côté yichus, le côté que cette femme, elle doit être de lignée royale, etc., va être mis de côté. C'est la raison pour laquelle, lorsque Esther va être choisie, elle n'aura pas à se justifier sur ses origines. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose d'intéressant, puisque nos Chachamim disent Magdim Refoua la Maka, Kadosh Baruch Hu, il a mis la solution avant le problème, Magdim Refoua la Maka, puisque ici, le fait que Achashverosh propose que ça soit une décision unilatérale de la part du roi, ça va permettre à ce qu'à la fin de la Megillah, quand Achashverosh voudra se débarrasser de Haman, ce sera une décision unilatérale de la part du roi. Et donc, de la même manière que Haman Memouchan va souhaiter à ce que le roi se débarrasse de Vashti de manière unilatérale, et on sait très bien
tous les intérêts qu'il avait pour cela et toute la haine qu'il avait pour Vashti, et ben cette même loi, on la retrouvera en fin de Megillah, et va être cette loi qui va provoquer la fin de Haman. Memuchan continue à mettre en place la sentence qui devra être faite et diffusée. Et ça, c'est très important ici, puisque dans le Pasuk Raf, il dit Venishma. Ce doit être entendu, publié. Pidgam Hamelech, cette loi du roi, Asher Yaase, qu'il va faire Bechol Malchuto, dans tout son royaume, qui rabaï, car c'est une loi très importante. Alors ici, il y a toute une discussion sur qui rabaï, de quoi on parle. Est-ce que c'est la faute de Vashti qui est très importante, donc il faut faire savoir sa sentence, ou bien c'est que la loi que le roi va prendre concernant Vashti va avoir une influence directe sur chaque foyer, comme on va le voir tout de suite. En tout cas, d'après le sens simple, qui rabaï, ça veut dire que elle est une loi très importante. Et donc, il faut absolument que tout le monde soit au courant de cette loi-là. Maintenant, quelle est cette loi ? Cette loi, c'est une conséquence directe à ce qu'il s'est passé avec Vashti. Qu'à partir de maintenant, Kol Hanashim Yitenu Yekar Levaalehem. Toutes les femmes vont donner de l'honneur à leur mari, les migadol, que ce soit un mari qui soit plus âgé que sa femme, ou plus important que sa femme, Ve'at Katan, même aussi dans le cas inverse, où le mari est moins âgé, ou bien que le mari soit moins important. On comprend tout de suite la référence à l'histoire de Achashverosh, qui était moins important au niveau de sa lignée royale que Vashti. Donc, l'idée, c'est de faire savoir dans tous les foyers de Paras et Madaï qu'à partir de maintenant, toute femme devra respecter son mari. Et on verra après qu'il va jusqu'à des détails très très petits, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque un couple sera formé d'un homme d'une certaine province et d'une femme d'une autre province, la femme sera obligée de parler dans la langue de son mari et ne plus employer son dialecte local, mais ça on le verra Bezrat Hashem dans les psukim suivants. Alors, il nous faut maintenant savoir, est-ce que Achashverosh accepte ou n'accepte pas? Pasuk Rafalef, Vaïta Vadavar, la chose a plu, Be'ene Amelech Ve'asarim, aux yeux du roi et des princes. Le Gaon de Vilna explique ici, il dit, on voit comment le cœur des rois et des princes est Beyad Hashem, est dans la main de Dieu. Pourquoi ? Parce que, a priori, ici, le conseil de Memuchan ne fait plaisir ni à Achashverosh, ni aux Sarim, ni aux princes. Pourquoi ? D'abord, Achashverosh, il comprend qu'en suivant Memuchan, en suivant Haman, il va perdre sa femme. Et ça, on a vu qu'il n'est pas tout à fait prêt à cela. Il aurait préféré plutôt aller vers quelque chose de plus clément. D'un autre côté, les Sarim, comme on a vu précédemment, ils sont complètement dépassés puisque Memuchan propose que ça soit un édit royal, sans aucun autre avis qui va pouvoir l'arrêter ou l'enlever. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Vaïtav Be'ene Amelech Ve'asarim. Tout d'un coup, ils ont été éblouis peut-être par le génie, entre guillemets, d'Aman et de Memuchan. Donc, ils sont d'accord. Vayas Amelech, le roi, il a fait Kidvar Memuchan. Exactement ce que Memuchan a demandé. On voit ici que on souligne bien que c'est Kidvar Memuchan, comme ce que Memuchan a proposé. C'est lui qui va en prendre la responsabilité. Kidvar Memuchan, les commentateurs ils disaient que Memuchan était seul face à tous les autres responsables du royaume qui disaient mais c'est de la folie d'enlever Vashti, de lui couper la tête et de la condamner à mort, mais pourtant Achashverosh écoute Memuchan, Vayas Amelech Kidvar Memuchan, même si c'était Da'at Yachin, même si c'était un avis unique, donc il le suit. Et lorsqu'il va le suivre, il va falloir maintenant annoncer cette loi, et surtout, on va voir comment Memuchan va l'étendre et faire en sorte que vraiment chaque foyer soit dirigé par le mari et non par la femme. Pasuk Ravbet Vaishlach Sefarim
Donc, Achashverosh a fait envoyer des missives, El Kol Medinot Hameler, dans toutes les contrées, dans toutes les provinces du roi, qui est donc sous son autorité, El Medina ou Medina Kirtava, dans chaque province selon la langue qui était écrite, El Amvaam, et à chaque peuplade, Kilshono, comme la langue qui était parlée. Alors ici, c'est important de comprendre. À l'époque de Bavel, il y a eu un homme qui s'appelait Sancheriv, dont les Chachamim nous disent que Bilbel et Kol Haumot, lui, il a fait déplacer toutes les populations. On sait très bien que, à l'époque de l'Antiquité, même après, la déportation de peuplades d'un endroit à l'autre permettait de déraciner le peuple de sa terre et donc de couper toute envie de nationalisme. Seulement, il avait laissé que dans chaque contrée, dans chaque province, il y avait les chefs qui restaient des gens de l'origine du pays. Seulement, ils avaient à juger, ils avaient à gérer une population qui n'était pas du pays. Donc on va donner un exemple pour comprendre. Ce serait comme si, par exemple, en Bretagne, donc les préfets, les maires, etc., restent des Bretons, et puis on a fait venir des gens du sud de la France s'installer en Bretagne, et les Bretons, on les a mis dans le sud de la France. Donc, la langue de la région, la langue parlée, la langue usuelle, c'était la langue du sud, mais la langue des documents officiels écrits, c'était la langue utilisée par les Bretons. Donc ici, quand il dit la première chose, El Medina ou Medina Kertava, c'était rédigé dans la langue de la région. Et c'était aussi expliqué dans la langue qui était utilisée par tout le monde. Et qu'est-ce qui était écrit dans cette missive? Non seulement tout ce qui s'était passé avec Vashti, condamnation, etc., mais surtout la conclusion de tout cela, Liot Kol Ish Sorer Beveto, que chaque homme va être souverain, entre guillemets, dans sa maison, ou Medaber Kilshon Amo, et que sa femme devra parler selon le langage de son pays d'origine. C'est-à-dire que si, par exemple, l'homme, il venait de Madaï, et que la femme, elle était de Paras, alors elle était obligée de parler dans la langue de Madaï, et pas dans la langue de sa langue naturelle, sa langue maternelle. Ça aussi, ça faisait référence à Vashti. Maintenant, il faut comprendre ici que nos Chachamim, ils expliquent dans la Gemara que ces missives-là, elles s'appellent les Igrot Arishonot. C'est les premières missives. On va voir que plus tard, il y aura d'autres missives dans lesquelles Haman va mettre en place son plan d'extermination du peuple juif, bien sûr, avec la bracha, entre guillemets, d'Achashverosh, avec l'accord de Achashverosh, mais ici on appelle ça missive Igrot Harishonot, les premières. Et les Chachamim ils disent que s'il n'y avait pas eu les premières missives, alors lorsque les dernières, les deuxièmes seront arrivées, alors hélas, ça aurait été la destruction du peuple juif. Pourquoi? Lorsque les premières missives sont arrivées, celles où c'était marqué en lettres gras et en grand, chacun doit être le souverain dans sa maison, tous les gens importants, tous les sarim, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais comment Achashverosh il en est arrivé là? Est-ce qu'on a besoin d'écrire une loi pour signifier que chacun est maître de sa maison? C'est complètement ridicule. N'importe qui, donc Chachamim disent qu'il disait que même celui qui est un simple forgeron, c'est lui qui décide chez lui. Est-ce qu'on a besoin de légiférer là-dessus? Donc ils se sont dit, le pauvre, il n'est pas vraiment normal. Il a perdu un petit peu la tête. Donc ils ont pris ça avec beaucoup de recul. Quand les deuxièmes missives vont arriver, celles où Haman va demander au nom d'Achashverosh d'exterminer le peuple juif, ils vont aussi les mettre de côté. Parce que vous dites, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. De la même manière que la première fois, il nous a demandé quelque chose de complètement ridicule. Là aussi, il va falloir mettre un petit peu de recul par rapport à ce qu'il nous demande. Et donc, c'était hyper important qu'il y ait ces Igrot Arishonot, parce que c'est grâce à ces Igrot Arishonot, au ridicule de ces Igrot Arishonot, de ces premières missives, que les deuxièmes missives ne vont pas tout de suite être faites. En tout cas, au Medaber Kitchanamo, Rachid dit qu'on fait Ishto
il oblige sa femme, l'ilmod et leshono, d'apprendre la langue qu'il parle, imi bat lashon acher, si elle avait l'habitude de parler dans une autre langue. Donc voilà, on a terminé le premier Pérec. Maintenant, on va voir comment Achashverosh va réagir lorsque tout ça, ça va se calmer et qu'il va se rendre compte de l'absence de sa femme Vashti. Voilà pour ce cours. Et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.